Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous continuons sur la renormalisation. Donc, on sait que l'on doit modifier les paramètres comme la masse et la charge de l'électron nu, pour avoir quelque chose qui a un sens. On va leur rajouter des contre-termes. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc on prend la masse et on la modifie en masse plus delta M. Delta M étant le contre-terme. Et la charge électrique est modifiée en E plus delta E. Alors, premier souci, quels paramètres modifier exactement? Quels sont ceux qu'on doit modifier pour ne plus avoir de problème? Et combien on doit tout en modifier? Ici, j'ai dit E et M comme exemple, mais est-ce que c'est juste? Alors, pour ça, on va regarder les diagrammes et faire ce qu'on appelle un comptage de puissance. C'est-à-dire qu'on va voir comment tel diagramme donne une telle formule et aboutit à un résultat qui se comporte, rappelez-vous, comme P carré ou P cube, etc. Puisqu'on sait que c'est là qu'il y a des problèmes. Une analyse de ce type permet ainsi de déterminer quels diagrammes sont divergents, en fait ils le sont presque tous, et quels paramètres vont devoir être ajustés. Le principe est le suivant. On trouve par exemple que les diagrammes à une boucle sont divergents. C'est le diagramme C. On a un photon qui se sépare en une paire électron-positron et redonne un photon. Il est divergent. On trouve aussi que pour un électron, avec un photon qui est émis et immédiatement réabsorbé, c'est également un diagramme divergent. On les appelle diagrammes énergie propre du photon et masse propre de l'électron. C'est comme ça qu'on les appelle. Ces diagrammes sont relativement simples, leurs formules aussi, et on vérifie que ajuster M et E va les rendre finis. Puis on étudie l'ensemble des diagrammes, et on montre par exemple que pour un diagramme comme celui-ci, on a un électron, un photon qui est émis, il sépare en une boucle électron-positron et réabsorbé. Comme on a réussi à rendre fini ce diagramme-là, alors on peut rendre fini ce sous-diagramme particulier. En plus, ce sous-diagramme-ci, si on ignore cette partie-là, est comme celui-là. Et donc on peut le rendre fini aussi. Et ce diagramme qui est divergent peut ainsi être rendu fini grâce au fait qu'on a rendu fini les différentes parties du diagramme. On fait une analyse de l'ensemble des diagrammes avec des méthodes systématiques d'analyse et on peut montrer ainsi qu'il suffit de renormaliser seulement quelques diagrammes pour pouvoir tout renormaliser, tous les autres diagrammes. Ainsi, celui-ci, ces deux diagrammes-ci, on montre sur leur formule qu'il suffit de renormaliser les valeurs de la charge électrique de l'électron et la masse de l'électron. Et que cela suffit. Quelque chose de remarquable. Ainsi, pour l'électrodynamique quantique, électron, positron, photon, on montre qu'il suffit d'ajuster 3 paramètres. Ici, j'en ai que 2. Il faut 3 paramètres. Mais on reçoit alors un petit coup de pouce. C'est un théorème qui est appelé identité de Ward. Et il montre que certains sous-diagrammes donnent la même valeur, systématiquement. Cela résulte d'une propriété remarquable de l'électromagnétisme qui est appelée invariance de jauge. Peu importe ce que c'est, ce qu'il y a, c'est que cette propriété remarquable permet de simplifier les diagrammes. Cette simplification fait qu'il n'y a plus que 2 paramètres qui
seulement qui sont nécessaires. Et on choisit ces paramètres comme étant E et M. Et donc, les renormalisations suivantes. En réalité, et donc on peut alors calculer delta E et delta M à partir de ces diagrammes-là. En fait, c'est pas aussi simple. Les calculs sont quand même assez lourds parce que on doit faire le calcul pour chaque diagramme. Les sous-diagrammes sont imbriqués, ce qui modifie les formules, les résultats, modifie les delta E et delta M. Donc on doit les calculer pour chaque diagramme. Et on obtient en fait un développement perturbatif. Développement perturbatif, comme pour la formule générale, on obtient que delta M sera un delta M1 pour le diagramme le plus simple, plus delta M2 pour le suivant, etc. Et delta E, de même, delta E1 plus delta E2 plus, etc. Et on sait alors mener le calcul complet. Deuxième souci. Des valeurs finies de la charge et de la masse mènent à des résultats infinis. Et ce, quelles que soient les valeurs finies de E et de M, puisque ces infinis viennent de ceci. P carré, par exemple, qui diverge. Ajouter un delta M et un delta E fini ne changera absolument rien. Cela signifie qu'un résultat final fini ne peut être obtenu que si on a des contre-termes infinis. C'est-à-dire des delta M, delta E infinis. Et là, les calculs échouent, tout simplement parce que je l'avais déjà dit, faire des calculs avec des infinis, c'est pas top. La plupart du temps, les calculs n'ont pas de sens. Faire l'infini moins l'infini, par exemple, n'a aucun sens. On peut s'amuser avec ça. Hein. Supposons que je dis, mais l'infini moins l'infini, ça doit faire 0. Parce que je peux prouver que c'est faux. Parce que si j'ajoute 1, par exemple, infini plus 1 moins l'infini, égale 1. J'ajoute 1 des deux côtés. J'ai le droit de le faire. Mais l'infini plus 1, c'est toujours l'infini. C'est toujours la même valeur, c'est toujours un nombre, le nombre infini. Donc c'est l'infini moins l'infini égale 1. Et donc je viens de prouver que 0 est égal à 1. Pas mal de faux paradoxes en mathématiques qui démontrent soi-disant que 0 égale 1, mais viennent de trucs assez. L'infini moins l'infini n'a pas de sens. De même que l'infini divisé par l'infini, etc. Donc c'est un problème. Alors l'astuce consiste à faire des modifications pour rendre les calculs finis, pour faire disparaître ces infinis qui nous ennuient. Comme on l'avait fait avec la masse mu ajoutée au photon, ajoutée au début et enlevée à la fin. Cette méthode pour rendre les formules finies, c'est ce qu'on appelle la régularisation. Alors il existe plusieurs méthodes. Par exemple, on peut faire la somme sur P, non plus. Donc faire la somme sur les P, non plus de 0 jusqu'à l'infini, puisque c'est ça qui pose problème. On va dire, on va faire la somme de 0 jusqu'à une certaine valeur, P max. On coupe. Voilà, plus de problème. La somme devient finie. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est en apparence très simple. En réalité, elle est moins qu'on pourrait le croire, parce que, en fin de compte, ça complique terriblement les calculs. Souvent même irréalisables. Donc, c'est pas la méthode idéale. Une autre idée est la suivante. Je l'aime bien, mais malheureusement, elle ne marche pas. Moi, je veux dire, en tant que théoricien, je l'aime bien, mais malheureusement, elle ne marche pas non plus dans tous les cas. On va y revenir. Alors, l'impulsion, c'est en fait un vecteur. P, en fait, c'est un vecteur. Et les sommes se font
sur les différentes composantes du vecteur. On avait vu ça, les composantes des vecteurs. P0, P1, P2, P3. Alors pourquoi il y en a 4? Puisqu'un vecteur, l'espace est à 3 dimensions, il y a 3 composantes. Mais en fait, on est dans une théorie relativiste. C'est l'espace-temps. L'espace-temps, il y a le temps en plus, donc l'espace-temps est à 4 dimensions. Et on fait des sommes sur ces 4 composantes. Alors l'idée, c'est ce qu'on appelle la régularisation dimensionnelle, c'est de dire, on va modifier la dimension de l'espace-temps. On va le changer. Bien sûr, à nouveau, c'est une astuce. Et on va prendre 4 plus epsilon, un petit nombre, un petit fragment, 0,0001 par exemple. Alors, ça paraît bizarre, hein? Un nombre de dimensions qui n'est plus un nombre entier. On a ça avec les fractales, mais il n'y a pas de fractales ici. Donc c'est assez bizarre, mais on sait donner un sens au calcul. On sait faire un calcul avec ce genre de choses. Et en plus, le résultat a le bon goût d'être fini. L'infini disparaît dans les calculs. Les résultats deviennent finis, formidables. Le petit problème, c'est que ça ne marche pas avec toutes les particules. Ça ne marche pas avec une classe de particules appelée fermions, à cause d'un comportement un peu étrange des fermions. Quand on les fait tourner sur eux-mêmes d'un tour complet, 360 degrés, eh bien, on montre que cela change le signe de leur fonction d'onde. Psi devient moins psi. C'est assez étonnant, mais ça a des effets vérifiables. Et donc, ce comportement tout à fait non classique, hein, vraiment non classique, dans le monde de tous les jours, vous prenez une chaise, vous lui faites faire un tour complet, vous retrouvez la chaise dans la même position qu'au départ. Pour les fermions, c'est pas tout à fait vrai, il y a un changement de signe. Et on montre que cela nécessite d'avoir un espace-temps qui est orienté, c'est-à-dire avec des directions et des sens bien définis. En somme, on définit dans quel sens sont la gauche et la droite, l'avant et l'arrière, le haut et le bas. Donc on doit définir une orientation à l'espace-temps. Et ça, on ne sait pas le faire avec un espace-temps, avec un petit morceau en plus. Donc les fermions coincent. Et si le photon n'est pas un fermion, pas de problème. L'électron, malheureusement, lui, il est un fermion. Et comme l'électrodynamique est très courante et que les électrons sont toujours partout, eh bien, voilà, la plupart du temps, on ne sait pas utiliser cette méthode. Alors il en existe d'autres, il en existe plusieurs. L'une qui marche bien, il y en a plusieurs qui marchent bien, mais une qui est très utilisée est une méthode qui est appelée régularisation de Pauli-Villars. Alors je ne vais pas décrire cette méthode, elle est un peu technique, elle consiste aussi à ajouter des termes dans les formules, comme l'histoire du mu, hein, c'est le même genre, on rajoute des valeurs dans les formules liées à l'électron. Et l'électron ou le photon. Et on montre que cette méthode marche bien, et elle marche bien dans tous les cas. Il en existe d'autres. Alors maintenant qu'on a escamoté les infinis, on a notre régularisation, on a des nombres finis, on peut faire les calculs. On attaque là, donc la méthode va alors être la suivante. Premièrement, on régularise les formules, c'est-à-dire les intégrales. Et donc on obtient des formules qui ont une valeur finie. 2, on calcule, par les méthodes discutées ici, les valeurs des delta M et des delta E. À partir des diagrammes, pour les diagrammes souhaités. Et on calcule ainsi le résultat. Notons que cette méthode de renormalisation, il y en a plusieurs. Il y a aussi des méthodes qui consistent à multiplier par un nombre, etc. Il existe différentes méthodes, différentes techniques aussi pour renormaliser. Et on obtient alors le résultat final, presque.
Troisièmement, on supprime la régularisation. On a pris tout le calcul, on peut supprimer la régularisation, comme on le faisait pour mu en le faisant passer à 0 à 1. C'était qu'une astuce. De même ici, pour la méthode de 0 à P max, on va à la fin, on va faire P max tend vers l'infini. Pour la régularisation dimensionnelle, à la fin, on va faire epsilon tend vers 0. Et de même pour les autres méthodes. Et quatrièmement, on vérifie que le résultat final qui est obtenu est bien fini. Et oui, et ça marche. Et ça marche même très très bien. Et si on compare aux résultats expérimentaux, c'est très bon. C'est bon et c'est même la théorie la mieux validée de tous les temps. Par exemple, le moment magnétique dit anormal de l'électron. Alors le moment magnétique, c'est le fait que l'électron se comporte comme un petit aimant. C'est comme une charge électrique en rotation et automatiquement on a une aimantation. On peut calculer avec la mécanique quantique simple, donc pas la théorie des champs, que l'électron doit avoir un certain moment magnétique et on constate en réalité qu'il y a un petit écart. C'est ce qu'on appelle le moment magnétique anormal. Pas anormal, mais anormal. Anormal comme anomalie. Et on peut calculer cette anomalie avec la théorie quantique des champs. On peut calculer ce résultat. Et le moment magnétique anormal pour l'électron a été mesuré et calculé jusqu'à 7 chiffres après la virgule. Donc on obtient un truc comme 1, blablabla, 7 chiffres. C'est un record, hein, c'est énorme. Avoir une telle précision, c'est fabuleux. Aussi bien